faites toujours très bien de nous suivre sur la télévision Sommet pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, par une procédure dite silencieuse, l'Union africaine confie au président togolais Faure Gnassingbé la mission délicate de rapprocher Kinshasa et Kigali dans un contexte régional particulièrement tendu. On en parle en ouverture de ce journal. Clé minutes dans les coulisses de la serrurerie avec Didas Changai. En précision et rapidité, le serrurier nous dévoile les secrets de fabrication des doubles de clés. Parlons de MMA, Lomé a accueilli la seconde édition de la Ligue Eric Favre Nation. Des combattants venus de 10 pays africains ont enflammé l'hôtel Onomo de Lomé. Le compte rendu dans cette édition. C'était les titres. Comme annoncé dans les titres, l'Union africaine a officialisé la nomination du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Une nomination actée par la procédure dite silencieuse de la conférence de l'Union africaine. C'est un sujet de la rédaction. La désignation du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda marque une étape significative dans l'affirmation diplomatique du Togo sur la scène africaine, en succédant au président angolais João Lourenço, dont les efforts n'ont pas permis de faire taire les armes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État togolais hérite d'une mission délicate, mais aussi d'une reconnaissance politique de poids. Le choix du président Faure Gnassingbé n'est pas anodin. Pour sa discrétion diplomatique dans plusieurs crises ouest-africaines, il incarne un profil de facilitateur patient et pragmatique à même de renouer le dialogue entre Kinshasa et Kigali. Cette décision, prise par la conférence de l'Union africaine selon la procédure silencieuse, témoigne d'une confiance placée en un leadership capable de faire avancer les dossiers sensibles loin des projecteurs, mais avec fermeté. Le Togo, par la voix de son gouvernement, a salué cette marque de confiance et affiché son engagement à contribuer à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Un engagement qui, s'il est couronné de succès, renforcera l'image du Togo comme acteur crédible dans les initiatives panafricaines de paix et de sécurité. Dans un contexte régional tendu, où les diplomaties africaines peinent parfois à trouver une voie commune, le leadership africain de proximité que semble vouloir incarner le président togolais pourrait offrir une nouvelle dynamique au processus de médiation continentaux. Un défi immense, mais peut-être aussi une opportunité historique pour repositionner l'Afrique centrale et de l'Est sur la voie du dialogue et de la stabilité. Direction Londres où le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussé, a lancé un appel fort pour un à l'esclavage. C'est ce 9 avril 2025 lors d'une conférence internationale à la SOA University en prélude du 9e congrès panafricain. Les images de nos confrères à 24. C'est dans la capitale britannique, 125 ans après le tout premier congrès panafricain de 1900, que s'est tenue la conférence The London Conference 125 Years Later, Pan-Africanism and Dialogue on Reparations. Organisée par la République du Togo en collaboration avec l'Union africaine, cette rencontre marque un tournant symbolique et politique majeur. Des représentants de plusieurs États africains, universitaires, activistes et membres de la diaspora se sont réunis pour réfléchir ensemble aux réparations dues au peuple africain en lien avec l'esclavage, la colonisation et leurs séquelles actuelles. I think we are here because je pense que nous sommes ici parce qu'il y a 125 ans, pour délibérer sur l'avenir de l'Afrique et de ses peuples dispersés à travers le monde par le fait de l'histoire. Leur vision était claire, unir les peuples africains, opposer à l'existence du fascisme exacerbé, à l'exclusion et à l'oppression. By the fate of history. Au cœur de ces échanges, la nécessité de justice historique et de reconnaissance. Ce rendez-vous s'inscrit aussi comme une étape préparatoire au 9e congrès panafricain prévu en 2025 à Lomé. Dans un contexte international où les débats sur les réparations prennent de l'ampleur, Londres résonne comme un lieu de mémoire et de renaissance pour les aspirations panafricaines. Un retour aux sources qui ne manque pas de sens, puisque c'est dans cette même ville que Dubois, Henry Sylvester Williams et d'autres pionniers ont planté leurs premières graines du panafricanisme moderne. J'affirme que l'origine de l'universalité des droits de l'homme vient de l'Empire mandingue au XIIIe siècle. Et c'est clair, nous avions la charte de l'Empire de Mandingue depuis le XIIIe siècle. Et tout le monde sait sur un plan historique
que la Révolution française est arrivée après, donc 500 ans après. Donc ce fut, et nous devons en être fiers. Et je ne le dis pas parce que c'est moi, ou même parce que c'est vous, l'UNESCO l'a reconnu. Enfin, la conférence a aussi été l'occasion de remettre en lumière les fondements philosophiques et culturels africains, souvent méconnus. À travers des panels, des témoignages et des échanges intergénérationnels, les participants ont souligné l'urgence de repenser l'histoire à partir des vérités africaines. En affirmant la continuité entre les luttes passées et les combats actuels, Londres 2025 s'impose comme un jalon essentiel dans la quête d'un avenir panafricain plus juste et solidaire. Dans les actualités hors de nos frontières, plus précisément au Gabon, le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remporté l'élection présidentielle du samedi 12 avril 2025 avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires publiés par le ministère de l'Intérieur du pays. Il est suivi par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze ayant obtenu 3,02% des voix. Les explications dans ces images de nos confrères de TV5 Monde. Au premier rang, concentré, Brice Oligui Nguema attend l'annonce. 90,35% des voix, l'ancien militaire devenu civil est le nouveau président du Gabon. Et c'est par une prière qu'il étrenne son nouveau statut. Jamais depuis l'instauration du multipartisme en 1990, un candidat n'avait reçu autant de suffrages, ni Omar Bongo, ni Ali Bongo. Le ministère de l'Intérieur a enregistré une participation au-delà de 70%. Brice Oligui Nguema, l'ancien aide de camp d'Omar Bongo, a dépassé de très loin ses opposants. Bilibinze atteint 3%. Le nouveau président insiste très vite sur le travail à accomplir. Notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles. Dans cette 5e République, soyons des bâtisseurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie pour cette belle victoire. Depuis son putsch d'août 2023, Brice Oligui Nguema a souhaité entamer la restauration de son pays, le mot qu'il a choisi pour la période post-Bongo. Ses partisans ne sont pas surpris par la victoire largement attendue au fil des semaines et des meetings. Sentiment de joie, satisfaction totale, pleinement. Parce que déjà depuis le 30 août 2023, quand il est arrivé, c'était vraiment une bouffée de soulagement. Toute la République était en branle, était vraiment ravie de partir des Bongo. Il faut le dire. Mon seul souhait, c'est que le président continue ce qu'il a commencé de faire. Voilà, qu'il continue parce que les Gabonais veulent les actes, les actions. Et non la parlotte, le discours, tout ça c'est fini. Et nous attendons que le candidat, désormais, nous sommes en retard, nous avons 55 ans de retard, il est temps que nous passions à autre chose. Ce bâtisseur ou rassembleur, selon la façon dont il se présente, a désormais 7 ans durée du mandat pour restaurer le pays. Un Gabon largement endetté, un point très négatif pour sa future politique. Toujours dans l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, 2 principaux partis de l'opposition ont suspendu leur participation de la commission électorale indépendante. Il s'agit du PDCI RDA de Tidiane Thiam et du PPACI de président Laurent Gbagbo qui ont annoncé cette décision vendredi 11 avril à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Cette dernière semaine, les 2 formations ont critiqué le processus électoral. Africa News. Climat politique considérablement tendu à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les 2 principales forces de l'opposition, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidiane Thiam, ont suspendu le 11 avril 2025 leur participation à la commission électorale indépendante. Ils dénoncent une institution partiale et discréditée, incapable selon eux d'organiser un scrutin juste et transparent. Parmi les griefs, une liste électorale entachée d'irrégularités, incluant des électeurs fictifs ou décédés. Face à ce qu'ils considèrent comme une dérive du processus démocratique, ils appellent à l'ouverture urgente d'un dialogue politique sincère et inclusif. Nous sommes à une période où il y a l'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale indépendante qui boite. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe. Quand vous voyez une commission
électorale qui boite, il faut la combattre. La CEI est vivement critiquée par l'opposition qui l'accuse de partialité et de servir les intérêts du pouvoir. Laurent Gbagbo, toujours inéligible, dénonce une exclusion politique orchestrée. Du côté du PDCI, Tidiane Thiam fait face à des contestations sur sa nationalité. Malgré sa renonciation à la nationalité française, il reste néanmoins favori pour être désigné candidat unique lors de la convention du 16 avril. L'analyse réalisée par le PDCI RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte. Le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. À l'approche de la présidentielle du 25 octobre, le flou persiste autour d'une possible candidature d'Alassane Ouattara, alimentant les spéculations face à une CEI contestée et des opposants affaiblis. Le processus électoral suscite une profonde crise de confiance. Selon les experts, un dialogue politique urgent s'impose pour éviter une nouvelle impasse démocratique. Retour en page de la malnutrition. Malgré les actions des aujourd'hui encore, elles appellent urgente pour protéger les plus petits. C'est un sujet de Bamadjeri. La malnutrition aiguë chez les enfants demeure un fléau tenace dans plusieurs régions du Togo, notamment dans le Grand Lomé et les savanes, malgré les efforts engagés depuis plusieurs années. Les autorités sanitaires du pays tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme face à une situation préoccupante qui compromet l'avenir de milliers d'enfants. En 2024, 11 831 cas ont été officiellement pris en charge, mettant en évidence une problématique sanitaire qui touche encore durement certaines régions du pays, notamment le Nord. Avec 5 630 enfants souffrant de malnutrition aiguë pris en charge en 2024, la région des savanes reste la zone la plus touchée. Cette situation s'explique en grande partie par la vulnérabilité socio-économique persistante et des conditions climatiques difficiles qui affectent l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée. En deuxième position, la zone du Grand Lomé, pourtant plus urbaine, enregistre 1933 cas, suivi de la région maritime 1194 cas et de la Kara 1169 cas. La région des plateaux, quant à elle, est celle qui a recensé le moins de cas l'année dernière avec 847 enfants pris en charge. Le gouvernement togolais, en partenariat avec plusieurs ONG et agences onusiennes, a lancé plusieurs programmes nutritionnels dont la distribution de compléments alimentaires, la formation des agents de santé communautaires et des campagnes de sensibilisation dans les zones à risque. Cependant, ces efforts peinent à éradiquer complètement le problème. Le défi est structurel. Face à la persistance de la malnutrition, les autorités sanitaires appellent à une action concernée et renforcée. Alors que le Togo poursuit son ambition de développement à l'horizon 2030, la lutte contre la malnutrition infantile reste un chantier prioritaire. Et pour cela, il faudra plus que des campagnes ponctuelles, un engagement fort, des financements pérennes et une mobilisation de tous les acteurs. La serrurerie, communément appelée clé minute, une activité qui sauve plus d'un dans des situations embarrassantes telles que la perte de clé ou le dysfonctionnement d'une serrure. Didas Changaï, serrurier, nous décrit le processus de la production des doubles de clés au micro de Baruch Dadjou et de Ekwe Koujoji. Des serrures bloquées, des clés perdues sont des faits qui sont souvent embêtants. Heureusement, des serruriers, ces copistes de clés et as des serrures interviennent pour pallier à ces problèmes. D'un simple gabarit de clé à une copie conforme à l'original, ces professionnels s'investissent pour éviter à la population ces problèmes précités. Communément, les gens appellent clé minute, mais son vrai langage, c'est serrurier. Celui qui fait le travail de la serrurerie est un serrurier. Nous ne fabriquons pas des clés, mais nous faisons une partie du travail. Ça veut dire quoi? Ce que vous voyez ou ce que vous voulez reproduire, vous venez avec votre clé originale, telle que la clé de cette voiture, qui est Kia. Au fait, le fer, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué.
j'achète le consommable. Il fait la commande du consommable que j'appelle ébauche de clé. Voilà, ébauche de clé ou encore gabarit. Donc vous voyez celle-ci. Elle est toute neuve, vierge. Voilà. Donc le monsieur m'ayant amené la clé à copier, je cherche dans mon stock et je choisis l'ébauche de clé qui convient à sa clé. Et maintenant, je vais à la machine pour la reproduire. Vous voyez un peu, c'est comme ça le travail se fait. Aujourd'hui, à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui, les clés qui arrivent sont dotées d'une puce à l'intérieur de la gomme, de la coque de clé. Alors, je prends ma petite machine, mon appareil, et je l'allume. Je passe à la lecture de la clé d'abord. Je passe à la lecture de la clé pour voir est-ce qu'elle est dotée d'une puce, d'un antivol. La puce, nous l'appelons antivol. Voilà. Et s'il s'agit, il y a une puce à l'intérieur, il s'agit de quelle puce? Est-ce que je dispose de cette puce que je peux copier ou je ne peux pas copier? Alors, je fais la lecture et s'il y a la puce à l'intérieur et que je connais le prix de la puce, alors je parle avec le monsieur. Votre clé, nous pouvons la faire, mais elle est dotée d'une puce. Le prix est tant. Est-ce que vous pouvez faire? Oui, monsieur, faites-moi-le. Ou bien non, je vais reprogrammer. Le métier de serrurier est-il un métier à plein temps? Le travail de serrurerie est un travail noble. C'est un travail noble, il faut être dedans. Et un serrurier, c'est un homme respectueux, c'est un homme de confiance, c'est un homme de bon cœur, de bonne moralité pour faire le travail là. Bien, est-ce que le travail nourrit son homme? Il me nourrit, moi. La serrurerie, souvent considérée comme un métier de solution aux problèmes, doit toutefois être exercée avec beaucoup d'attention car souvent des personnes de mauvaise foi cherchent à se procurer les services des serruriers. Dernière actualité pour clore cette édition, Lomé, la capitale togolaise, a vibré au rythme du MMA. Ce samedi 12 avril 2025 s'est déroulée la seconde édition de la Ligue Eric Favre Nation à l'hôtel Onomo de Lomé. L'événement a rassemblé des combattants venus de 10 pays d'Afrique. Le compte rendu de Prosper Agbokoulou et de Richard Maï. La grande nuit des combats de la deuxième édition de la Ligue des Nations MMA Eric Favre a tenu toutes ses promesses le 11 avril 2025 à Lomé avec des chevauchées spectaculaires entre les challengers du combat MMA. Très satisfait, que ce soit les équipes techniques pour le son, la lumière, que ce soit tout le staff au niveau des athlètes, des entraînements, des combattants. Tout s'est relativement bien déroulé. Vous le voyez pour la soirée. La soirée, on est à peu près dans les temps. Les combats ont été intenses. Il y a eu plusieurs KO. Il y a eu des combats plus techniques que d'autres. Donc je pense que jusqu'à présent, le public doit être extrêmement satisfait. En tous les cas, je l'espère. Je pense que notre objectif, c'est déjà de pouvoir impacter les combattants pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent compter sur une ligue qui leur permet de mener des combats, pour pouvoir mener leur carrière et aller à l'international. Maintenant, l'impact de l'Afrique, ce serait très présomptueux et trop... le but, c'est d'aider l'Afrique. Je suis venu ici et vraiment en toute sincérité pour donner de mon expérience. Moi, j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait beaucoup d'événements dans le monde entier. Et mon but, c'est de pouvoir faire grandir justement ce genre d'événements, ce genre de combattants. Et ce que l'on espère, c'est que les gens nous fassent plus confiance et fassent plus attention à ce qu'on est en train de faire parce qu'on le fait vraiment pour la jeunesse africaine. En tout, 11 combattants professionnels dans les diverses catégories devant une foule de passionnés. Dans le combat phare de la soirée, celui du lourd, les plus de 120 kilos, le Sénégalais Tafa Tine a battu le Thaïlandais Tep Burns par KO technique sur arrêt de l'arbitre à la première reprise. Sport nag def naa ci lu ne quoi à côté de la lutte am naa bu dee expérience sport am naa ko comprendre nga bien vrai que xam nga
ñuy entraîné ñu ngi xaar ay combat bon combat bu ñu gis combat lourd dañ koy jël ku ne xam ne ni ñun suñu combat yombut plus de 140 kilos yombul mais bu ñu gisee combat bu jaadu dañuy jël dem defi MMA hein. Ouais. Il dit qu'il est prêt il est prêt à tout et tout adversaire s'il voit c'est un lourd, s'il voit un combat de MMA, il est prêt à le prendre. Il a fait une très très belle carrière et pourquoi pas, il fait du sport, il continue ses entraînements, il est en lutte sénégalaise, un combat en lutte sénégalaise, un combat en MMA, il est preneur. Parmi les nombreux combats de la soirée, celui qui a opposé le Togolais Olympio Armando et l'Angolais André Mukizi a marqué les esprits. Le Togolais a surplanté son adversaire. Je suis content d'avoir obtenu cette victoire pour le pays, d'autant plus que je suis le premier Togolais de la compétition à remporter une victoire et ça me fait vraiment plaisir, puisque c'est le jour de mon anniversaire, d'offrir cette victoire au peuple togolais, à la nation togolaise. Pendant plus de 5 heures, les combattants ont tenu la foule en haleine, parmi eux une ancienne athlète togolaise. Donc je suis venue à cet événement où je suis déjà allée, c'est ma 3e fois. Et à chaque fois, ça s'améliore au niveau de l'organisation, donc je suis contente. Et puis, on arrive à mettre en avant nos jeunes talents aujourd'hui qui s'entraînent pour s'épanouir et puis justement pour réaliser leurs rêves. Donc je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aurais voulu que tous les combats où les Togolais y étaient, qui gagnent. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Soit on gagne ou on perd. Et j'espère qu'ils apprendront de cette expérience plutôt et qu'au prochain combat, ils feront mieux. La 2e édition de la Ligue des Nations MMA appartient désormais à l'histoire. Place à la prochaine édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur les antennes de la télévision. Au sommet.